Il a clairement un problème, il va bien falloir qu'il réponde de leurs résultats. Donc pour toi, c'est quoi le problème? Je me fais peur. J'adorerais coacher. C'est une partie de nous qui s'en va en fait. Tu joues Rafa sur terre, franchement, il n'y a aucune chance. Il y a une semaine que j'ai faite à Toronto où là je marchais sur l'eau. J'étais prêt. On s'est fait prendre par des pirates des mers en Jamaïque. Non. Merci Joe de nous accueillir. Ça fait super plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec toi. J'aimerais te laisser te présenter d'abord. Comment tu te présenterais? Comment je me présenterais Joe Wilfried Tsonga, ex-joueur de tennis, numéro 5 mondial, médaille olympique, vainqueur de la Coupe Davis. Et voilà, et amoureux du tennis quand même. Amoureux du tennis, et du coup tu as continué à travailler dans le tennis après ta carrière. Je me demande, c'est quoi une journée type de Joe Wilfried Tsonga maintenant? Moi la particularité c'est que j'ai pas de journée type. J'ai pas de journée type, justement j'essaye d'osciller entre ma vie de famille, la vie pro, les loisirs, du mieux possible. J'ai la chance de pouvoir décider un peu, on va dire, de la direction, de ma direction professionnelle. Et en montant la All-in Academy, le All-in Country Club, des centres de paddle, des tournois de tennis, tout ça, finalement j'ai des activités qui sont assez variées. Et donc du coup, je peux très bien être en train d'intervenir dans un séminaire dans un de mes clubs, comme faire une partie de paddle avec des clients, aller sur le cours avec des pros, avec des plus jeunes. Il n'y a pas vraiment de règles. Franchement, ma journée, j'ai pas de journée type, quoi. C'est une autre vie. Est-ce qu'il y a certaines choses qui te manquent de la vie du circuit? Alors, de la vie du circuit, franchement, à part le jeu en lui-même, il n'y a pas grand-chose qui me manque. Et surtout pas les voyages. C'est vrai que voyager, être à un endroit et découvrir, ça c'est sympa. Mais voyager, jouer au tennis, et puis revoyager, et puis rejouer au tennis et revoyager, ça c'est vrai que à la fin c'était devenu aussi un peu trop la routine pour moi et un peu trop rébarbatif que de reprendre l'avion, refaire ses valises plusieurs fois par semaine, donc c'était compliqué. Tu transmets beaucoup avec la All-in Academy et je me demandais, est-ce que tu aimerais coacher vraiment par exemple un joueur ou une joueuse? Alors moi, effectivement, j'adorerais coacher. C'est vraiment un truc où je sens que j'y prendrais énormément de plaisir, donc forcément, je serais engagé. Mais c'est vrai que là, dans le timing, j'ai arrêté il y a 3 ans. Je viens d'avoir mon troisième enfant qui est encore petit. Enfin, j'ai des enfants qui sont en bas âge. J'ai une activité qui est quand même assez importante et du coup qui m'a pris beaucoup de temps là, ces dernières années. Donc c'est vrai que le timing pour l'instant il n'est pas encore bon pour moi pour repartir sur une vie finalement de joueur de tennis puisque le coach il suit le joueur de tennis et repartir dans ce rythme-là pour moi c'est un peu trop mais j'aime ici dans mes académies venir de temps en temps discuter avec les coachs des différents projets qu'ils ont avec les joueurs, aller avec les joueurs sur le terrain pour leur donner quelques petits tips et leur raconter un peu mon expérience, mais surtout leur donner des tips, travailler sur la technique, voilà. C'est quelque chose où tu fermes pas la porte pour l'avenir? Ah, je ferme pas du tout la porte, c'est vraiment quelque chose que je pense va vraiment me plaire. Je m'y vois en fait, je m'y vois, c'est juste que il faut encore le projet aussi qui te permet de te dire ok je pars de chez moi 35 semaines dans l'année, voilà, faut que ça vaille le coup quoi, faut que la personne en face elle te rende le change, que tu l'apprécies assez aussi pour partir 35 semaines. Tu me tends la perche parce que tu parles de projet et tu as voulu être coach de la Coupe Davis, si je dis pas de bêtises, coach de l'équipe de France en Coupe Davis. J'avais répondu à l'appel de la fédération qui ont demandé aux joueurs, à certains anciens joueurs, s'ils voulaient éventuellement être capitaine de Coupe Davis. Pourquoi ça ne s'est pas fait du coup? Parce qu'ils m'ont appelé pour pour me dire finalement que j'avais des conflits d'intérêts avec mes académies. Voilà, pourquoi ça s'est pas fait.
soi-disant des conflits d'intérêts, donc c'était pas possible. Ok. Je te lis une déclaration à toi, justement sur cet épisode de la Coupe Davis. Tu disais que pour le poste de capitaine, on t'a parlé de conflit d'intérêts avec tes activités, mais en réalité, je crois que l'on a plus tendance à gêner qu'autre chose. On ne nous demande rien, alors qu'aujourd'hui, et même si la fédération ne veut pas se l'avouer, il y a clairement un problème. Il va bien falloir qu'ils répondent de leurs résultats. Donc pour toi, c'est quoi le problème ? Pour moi, c'est quoi le problème? En fait, pour moi, comment dire, là tu me prends à froid parce que tu me poses la question comme ça. En réalité, c'est pour moi le vrai problème, et je ne sais pas si c'est un problème, hein, mais en tout cas, ce qui manque un peu, pour moi, c'était jusque-là un peu la transmission. Je pense que, pour te donner un exemple, voilà, moi, un des conseils que j'ai le plus suivi dans ma vie, c'était un conseil de Yannick Noah, alors qu'il est venu m'entraîner, entre guillemets, avant qu'il soit capitaine de Coupe Davis, il était venu nous entraîner, enfin, nous parler, nous entraîner une fois. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai gardé toute ma carrière. Donc, pour moi, vraiment, transmettre, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs puissent transmettre aux générations suivantes, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éviter certains pièges. Ça permet d'avoir une vision de quelqu'un qui a déjà fait le chemin. C'est comme si demain, je sais pas, vous allez faire du WRC, vous allez avec Sébastien Loeb sur un circuit qu'il connaît par cœur. C'est évident que s'il est votre copilote, il le connaît par cœur, le circuit. Donc il va pouvoir vous guider d'une certaine manière, ou du moins vous faire part de ce que lui il a vécu sur le circuit. Et bah nous c'est exactement la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, je sens que par moment, voilà, moi, un joueur comme moi, je sais pas trop. Alors, à cause certainement de mes activités, mais je fais peur. Je fais peur, alors que bon, je pense être plutôt investi justement dans le sujet et je considère un peu avoir mon petit mot à dire. Mais bon, il n'y a rien qui m'en empêche, puisque vous voyez, avec le club et tout, avec les académies, évidemment, on fait plein de choses. Après, c'est des choses qui sont en train d'évoluer doucement. J'ai pu voir Richard Gasquet, qui était pas mal investi là auprès des jeunes. J'ai pu voir pas mal de joueurs et de joueuses qui s'investissent de plus en plus. Et t'aimerais du coup encore, tu penses que c'est encore possible d'avoir peut-être ce rôle, je sais pas, à Coupe Davis ou quoi que Moi ce je soit. peux pas, j'aurai toujours des conflits d'intérêts. Donc Ok. de ce que eux disent, moi j'ai pas de conflit d'intérêts. Moi je sens pas qu'il y ait des conflits d'intérêts, mais pour eux j'ai des conflits d'intérêts. Donc je vois pas aujourd'hui. Enfin, je vois pas pourquoi ça changerait d'un coup, quoi, mais peut-être. Du coup, tu parlais voilà, justement, de transmission, etc., des anciens joueurs qui étaient passés par là. Justement, avec du recul, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu ferais différemment, ou alors pas que tu ferais différemment, mais que tu dirais à un jeune de faire différemment que ce que tu as fait Non, mais chaque projet est singulier, en fait. Tu as des jeunes qui vont faire ça bien, un autre qui va faire ça bien, un autre qui va faire ça bien. Ils n'ont pas tous besoin des mêmes choses, bien évidemment. Donc non, pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il faut transmettre l'expérience du haut niveau. Quand tu veux faire du haut niveau, il faut que tu parles à des gens qui font du haut niveau ou qui ont vécu le haut niveau, qui vont amener des fois une parole qui est souvent similaire à un autre coach, à une autre personne, mais qui va le dire avec des mots souvent compréhensibles, parce que ça va être des mots simples, parce que ça a été vécu. Et voilà, alors moi je dis pas que ça c'est la réponse à tous les problèmes, mais évidemment que non. Mais en tout cas, je considère avoir quand même l'œil sur certains joueurs de « Ah, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui sur cette partie-là, je pense qu'il peut beaucoup progresser et que ça l'aiderait énormément. » Et voilà, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait nous avec nos jeunes ici à l'académie, mais c'est vrai que voilà, c'est juste ce qui manque. Enfin, c'est une des choses qui manque. Il doit en manquer d'autres certainement, hein, sinon voilà. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Le tennis français, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre en fait des autres sports et vraiment de l'ouverture. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir
au maximum à tout le monde. Il faut dénigrer personne, il faut toujours être dans la curiosité de ce qui se fait de mieux dans le monde. Tu penses que c'est un peu fermé? Et pour ça, il faut impliquer tout le monde. Pour revenir du coup sur ta carrière, si aujourd'hui tu pouvais rejouer un match, mais dans 2 situations différentes. Un, pour revivre l'émotion, tu vois, du match peut-être qui t'a fait le plus frissonner, ou 2, pour changer le cours de l'histoire, tu choisirais quoi dans ces 2 places? Vas-y, redis-moi la question. De rejouer un match pour le frisson que ça t'a donné, le premier match. Un frisson. Ouais. Ah, je pense que c'est le. Il y a forcément ma finale de l'Australian Open. Celle-là, je la rejouerai. Et je dirais un deuxième match contre Djoko, je rejouerais bien mon quart de finale à Roland où j'ai 2 balles de match. Cette année-là, je jouais vraiment bien au tennis. Et voilà, je suis passé tout près à un passing. Moi, si t'en as pas eu 3. J'ai eu 2 ou 3, j'en ai eu 3, ouais, j'ai eu 3 balles de match et ça s'est joué à pas grand-chose, quoi. Il y en a. Sur les 3 points, il y a 2 points où on va dire j'ai pas trop ma chance, il joue vraiment bien, tout ça. Et puis il y a un point où j'ai un passing à tirer, il anticipe du bon côté, où j'ai le temps de réfléchir à ma finale de l'Australian, où j'ai un peu le même passing mais de l'autre côté pour revenir dans le match. Bref, donc non, mais j'ai... voilà, ces 2 matchs-là, si je pouvais les rejouer, je les rejouerais. On rumine beaucoup ce genre de match-là, même des années après ou pas? Alors, je les rumine pas. Par contre, si tu me poses la question, quel match un peu, quel point je regrette ou voilà, je vais te sortir ce genre de choses. Ok. Et est-ce que tu as un match, tu vois, justement, au contraire, où tu sais que tu marchais sur l'eau et que tu vois, c'était peut-être un moment que tu aimerais revivre parce que tu étais exceptionnel, quoi. Un match où je marchais sur l'eau. Évidemment, il y a celui contre Rafa en 2000, l'Australienne, c'était chouette. C'est 2, 3 et 2, je crois. Ouais. Après, il y a une semaine que j'ai faite à Toronto où là, je marchais sur l'eau, quoi. Enfin, je veux dire, là, je jouais le meilleur tennis de ma vie, je pense. C'est là où physiquement j'étais prêt. Voilà. Après, il y en a certainement eu d'autres, des moments où j'ai bien joué au tennis, quoi. Donc, Quelques-uns, ouais. Puis, est-ce que tu as une anecdote d'une galère hôtel, voyage ou ambiance? Oh bah, il m'en est arrivé tellement. Est-ce que tu en as une une je sais plus, j'avais 18 ans, je me suis retrouvé en Russie, j'étais tout seul, pas de coach, pas d'accompagnant, rien. J'ai eu un problème de visa, j'ai les militaires dans l'aéroport qui sont venus et qui m'ont braqué avec les Kalachnikov et tout. Parce que moi je disais, mais non, mais mon visa il était périmé de genre quelques heures. Et ils voulaient pas m'en renvoyer, il fallait que j'aille chercher un visa, je sais pas où. Alors que j'étais au fin fond J'étais au tournoi de Togliatti, c'est à je sais plus, 5 heures de Moscou, je crois, en avion. Donc tu fais 5 heures de Moscou, après t'arrives à Samara, et après t'as encore 2 heures de voiture. Oh, la galère. Je me suis retrouvé là-bas, en plus j'avais gagné le tournoi et tout, j'étais tout content de rentrer avec ma coupe. Et finalement j'ai galéré et tout, enfin bon, bref, je vais pas raconter toute l'anecdote, mais il y a eu ce moment-là. On s'est fait prendre par des pirates des mers en Jamaïque. Non. On jouait des futurs là-bas. On s'est dit en fin de tournoi, tout le monde avait perdu. On a dit ok, on va prendre des jet skis, on va faire un petit tour. On s'est fait braquer par des pirates, des mers. Ça s'est fini comment? Ça s'est fini qu'on a donné toute notre thune. Qu'est-ce qu'il y a eu encore j'ai dormi dans des aéroports avec ma copine de l'époque. Entre 2 tournois, des fois, pas les moyens de se payer un ticket de plus ou quoi que ce soit. Donc dormir dans l'aéroport pour attendre le bon vol et tout ça. Ah ouais, quand même. Il y en a plein, franchement, des trucs comme ça. Le tennis, avant d'être, on va dire, au haut niveau, c'est-à-dire dans le top 50, il t'arrive que des galères. Hein. Je veux dire, c'est le lot de tous les joueurs de tennis qui se lancent. J'ai une question que je trouvais très importante, et c'est vrai que j'aimerais voir les avis de chacun. À combien, toi, t'estimes le pourcentage d'importance de l'entourage dans la carrière d'un sportif, dans ta carrière personnelle, tu vois? L'entourage ? L'entourage, c'est important à...
t'as le tennis, on va dire, ça te fait 50%, et après, t'as l'entourage, ça te fait 50%. Mais ça te fait 50% pour ta longévité. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux faire une grande carrière, c'est-à-dire longue, il vaut mieux avoir un entourage solide parce que mentalement, sinon tu vrilles et tu as du mal à tenir ce que nous on appelle la machine à laver, quoi. Mm. C'est-à-dire c'est de rentrer dans un avion enfin, 2 fois par semaine, d'aller dans un pays où il y a un décalage horaire, où on ne parle pas forcément la même langue, où en général bon, bah, tu n'as aucun repère. Tu te réveilles le matin, des fois tu sais même pas dans quel pays t'es là, mais en fait je suis où, c'est quoi le truc, tu vois, t'es dans un hôtel complètement impersonnel. Tu travailles dur, tu pousses ton corps aux limites, donc forcément, voilà, c'est la machine à laver. Et ouais, et l'entourage là-dedans, il faut que tu aies des petits moments où bah, tu arrives à sortir de cette machine à laver et retrouver une vie plus ou moins normale, avec des amis, avec ta famille, avec voilà, les gens que tu apprécies à la base le plus. Tu penses qu'avec un mauvais entourage, tu peux pas faire une belle carrière? Ah oui, je suis persuadé que tu peux pas être un très grand champion comme les grands champions, comme Federer, comme Nadal, comme Djoko, si t'es pas bien entouré, ouais, évidemment. Ok. Toi, tu as 3 enfants. Si l'un d'eux te dit demain, papa, je veux jouer au tennis, je veux faire du tennis, je veux être joueur ou joueuse de tennis, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je vais lui dire d'y aller à fond, il fait bien ce qu'il veut. Moi, l'important, c'est que tant qu'il a le sourire et qu'il est en bonne santé, il n'y a pas de problème, hein. Il peut me dire qu'il veut faire du tir au pied-palais ou je sais pas, moi, j'ai pas envie de manquer de respect à certains sports. La natation Mais, aussi? à la quoi? La natation aussi? Ah non, ça par contre j'interdis. Ah, non, non, non. Natation, c'est un beau sport, hein. J'aime bien le regarder à la télé ou en live et tout ça, trop cool. Mais pour mes enfants, j'avoue, le chlore toute la journée, la ligne comme ça, non, ça c'est pas. Non, pour moi, c'est pas. Voilà. Tu vois, je te prends Ça, l'exemple. ça, pour moi, pour la santé, tu vois, je me dis, wow, ça c'est féroce quand même. Tu vois, je te prends l'exemple de Kylian Mbappé qui disait lui-même, si j'ai un enfant, je lui dirais de ne pas faire du foot, tu vois. Donc c'est pour ça que je te le demandais, toi qui as Mais connu. pourquoi? Bah, parce que pareil, lui, son argument, c'est qu'il a connu la machine à laver du foot Ouais. et que l'environnement, surtout en dehors des coulisses. Ouais, après, chaque métier a ses inconvénients, ses avantages et ses inconvénients. Évidemment, le foot, bah oui, c'est difficile. Il y a de la pression, il y a tout ça. Comme le tennis d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont difficiles. Bon, après, à côté de ça, on vit des choses que personne ne peut toucher, quoi. Je veux dire, je pense que quand il marque un but et qu'il se jette à genoux au poteau de corner et que tu as tout un stade qui monte en l'air, c'est quand même une sensation spéciale et je pense que c'est un truc que tu peux trouver nulle part ailleurs. Donc non, moi je serais pas aussi catégorique. Moi, mon enfant, il veut faire du tennis, tant mieux pour lui, parce que justement, je trouve que c'est un sport qui est magnifique. Voilà, c'est juste que clairement, je vais l'entourer, quoi. Ok. À propos de ton regard sur le tennis actuel, est-ce que tu regardes pas mal de tennis toujours ou pas à la télé ou pas? Moi, je regarde plus de tennis aujourd'hui qu'avant. Ok. Bah, finalement, c'est quelque chose aussi que avec l'expérience, on se dit, mais en fait, j'aurais dû regarder plus de tennis à l'époque. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, bah, j'avais tendance, j'en faisais tellement de tennis que j'avais tendance voilà, quand je rentrais à la maison, à pas forcément regarder les matchs. Mais c'est vrai que ça m'aurait aidé quand même. Donc aujourd'hui, je regarde plus de tennis, en plus avec les académiciens qui performent, bah, je suis tout, je les ai en favori dans mes applications et j'ai des notifications qui m'annoncent quand ils jouent, à quelle heure ils vont jouer et les résultats. Et t'en penses quoi de cette nouvelle génération française qui passe justement après la tienne? Bah, moi, je pense que c'est une génération qui a du talent. C'est une génération où il y en a certains qui sont hors normes sur certains domaines et qu'il faut qu'ils les exploitent à fond pour essayer d'aller le plus haut possible. T'as une petite préférence, un joueur peut-être qui te parle un peu plus, qui te rappelle toi? Bah, c'est sûr qu'en termes de jeu, on va avoir un Giovanni Mpecci.
Je trouve qu'on voilà, on a des jeux pas similaires parce qu'il mesure encore 15 cm de plus que moi, mais c'est vrai qu'on a il y a des similitudes dans le jeu. En tout cas, c'est un joueur où voilà, c'est un projet que je trouve assez excitant en fait, parce il y a un potentiel de malade et puis il manquerait pas grand-chose pour qu'il soit très très difficile à jouer, quoi. Tu penses que la France reverra un joueur gagner un grand chelem bientôt? Ça c'est une grande question, tu sais, hein. Il faut avoir de l'optimisme. En tout cas, on a des joueurs qui sont potentiellement bons. Après, voilà, l'histoire fait que, et moi je suis le premier à le savoir, c'est que moi quand je suis arrivé, peu importe ce que les gens ils disaient, si j'étais bon ou pas bon, moi j'avais envie de gagner un grand chelem. Et qu'au final je ne l'ai pas gagné. Donc en vrai, voilà, l'objectif, évidemment, c'est pour ces jeunes-là aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller faire péter ça. Mais je crois que le premier objectif avant tout, c'est de faire une carrière où quand ils arrêteront, ils se diront, franchement, j'ai pas grand-chose à regretter, quoi. Tu penses à quelqu'un en particulier si on doit s'approcher de cet objectif ou pas, dans la génération actuelle? Bah tous, hein, tous, que ce soit Hugo, Humbert, Arthur Fils, Giovanni, là il y en a d'autres qui arrivent, qui poussent, il y a Moutet, Reinderknecht, Valentin Royer, Bonzi, enfin, tous ces joueurs-là en fait, c'est des joueurs qui ont un petit potentiel, tu vois, et qui peuvent faire quelque chose de bien, et notamment les plus jeunes évidemment, qui ont encore plus de, qui vont être encore modelables, très modelables. Et ton regard sur la génération actuelle, du coup, hors France, notamment avec chez les hommes le combat incroyable en ce moment entre Sinner et Alcaraz. Sinner et On Alcaraz, a l'impression ouais. de revivre un peu, d'avoir un peu des flashbacks du passé sur une hégémonie où on ne laisse la place à personne. T'en penses quoi, toi? Espérons que ça dure et qu'ils puissent le faire pendant 15 ans, quoi. Comme ça, ils égaleront les Federer, les Nadal et compagnie, Djoko. Mais voilà, mais c'est pas fait encore, hein. Ils doivent voir ça un peu comme une montagne, et ça se trouve, pourtant, ils vont y arriver. Donc, mais pour l'instant, je pense que dans leur tête, c'est un peu étape par étape, quoi. Tu vois, gagner 6 7 grands chelems, déjà, j'imagine qu'ils auraient signé en bas de la feuille, tu vois, à leur plus jeune âge. Donc, franchement, ils en sont potentiellement capables, encore une fois, mais la vie, elle nous réserve des choses qu'on ne connaît pas, hein. Je vais te prendre sur un terrain glissant, mais il y a des grands spécialistes, des anciens grands joueurs qui ont dit, notamment, je prends l'exemple de John McEnroe, qui disait que ce qu'il voyait avec Sinner et Alcaraz, il ne le voyait pas avec Djokovic, Federer et Nadal. Est-ce que tu es du même avis, ça joue plus vite? Honnêtement, c'est vrai qu'il développe plus de... C'est un joueur qui est vraiment complet. Il est vraiment complet. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il est plus fort que ces joueurs-là euh, mentalement, physiquement, on le sait pas trop. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est Alcaraz gagner Roland-Garros, mais en battant en huitième, allez non, au troisième tour Del Potro, en huitième Murray, en quart Djokovic, en demi Federer et en finale Nadal. C'est ça que j'aurais aimé voir en vrai. Parce que voilà, parce qu'aujourd'hui ils dominent de la tête et des épaules. Et voilà, ils ont entre guillemets, ils sont deux pour l'instant. Il a un rival, quoi. Pourquoi parmi les trois plus grands, finalement c'est Murray le quatrième pour toi le problème? Qu'est-ce qui te gênait Qu'est-ce qui me particulièrement? gênait? Parce que mes qualités rentraient directement dans ses qualités. Et donc, c'était. Voilà, je servais bien, il retournait bien. J'aimais bien jouer en changement de rythme. Et ça le gênait pas. Tu vois, si je lui faisais un chip, il me refaisait un chip. Je le truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il joue juste. C'est un joueur qui jouait en règle générale très juste. Donc, il arrivait à me bloquer souvent. Assez fin tacticien, tu vois. Donc,
Quand je mettais ma grosse machine en route, lui, il arrivait à jouer à des endroits où il arrivait à m'annuler, quoi. Et donc, forcément, voilà, c'est lui qui, ça me gênait beaucoup. Après, tu joues Rafa sur terre, franchement. Évidemment. Là, c'est big challenge, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune chance, tu vois. Quand je rentrais à chaque fois, j'étais là, ouais, le truc. Puis après, une fois que tu es dans le jeu, tu dis, mais là, s'il fait ça, je peux rien faire, en fait. Donc, non, en vrai, il y avait, voilà, c'était chaud, quoi. À un moment donné, soit toi aussi, tu es en pleine forme et il y a combat, ou soit tu es dans une forme normale, et puis tu prends 3, 4, 3, puis tu rentres chez toi, quoi. Wimbledon 2011, quart de finale. Oui, mais moi, je faisais partie aussi de ces joueurs qui, quand j'étais en feu, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas grand monde qui pouvait me résister aussi. Mais après, sur une saison, tu sais, c'est la régularité. Le joueur de tennis, pas forcément. Je veux dire, battre le 50e et jouer toute l'année 400e, c'est toujours moins bien que battre les mecs centièmes tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu bats un mec top 10, mais toute l'année tu joues 200. C'est moins bien que de ne pas battre les top 10, de battre que des mecs top 100, mais de les battre tout le temps. Après, c'est le niveau du gars, c'est en fonction aussi de ses qualités, tu vois. Un joueur qui a un très gros service, il va forcément être capable à un moment donné d'aller chatouiller un peu n'importe qui, tu vois. Mais de la même façon, il peut aussi perdre contre n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Il peut aller chatouiller n'importe qui, mais il peut perdre contre le dernier venu, tu vois. Parce que ça va être un joueur qui break pas beaucoup l'adversaire, et ainsi de suite. Donc voilà, ça dépend vraiment du jeu de chacun. Dernière partie, après on va te laisser. Je voulais quand même aborder tes souvenirs sur la génération, entre guillemets, des mousquetaires, parce que c'est une grosse partie de ta vie. Tu nous en as parlé tout à l'heure, notamment vous avez fait l'école et tout ensemble. C'est un petit pincement, voilà, quand Gilles Simon s'est arrêté juste après toi, Richard aussi s'est arrêté après. Pour nous, c'est une partie de nous qui s'en va en fait, parce que en fait, on est d'une certaine manière, on a des destins un peu liés. On était tous en internat ensemble. Après, on était en équipe de France, alors 14, 16 ans, 18 ans, et puis après pro. On a tous fait des bons parcours, on a été dans le top 10 à des moments plus ou moins similaires. Donc ouais, on a une histoire, forcément, quand il y en a un de nous qui... Enfin, là, le dernier qui risque de rester, c'est Gaël. Le jour où il va partir, ça y est, c'est en gros notre génération qui a disparu, quoi, ça y est. Ouais. C'est officiel, quoi. Et justement, mon fils, 39 ans, encore là. Ouais. Ça t'impressionne ou pas? Franchement, ouais. Alors, évidemment que ça m'impressionne parce que je me dis que c'est quand même une vraie performance, tu vois, d'encore lutter avec les jeunes et tout ça. Et en même temps, à chaque fois que je le vois, je me dis, mais t'as pas honte là de taper des gamins de 18 ans Ça y est, il faut raccrocher. Non, on rigole, franchement, on rigole. Mais voilà, lui, il avait donné un peu les objectifs d'au moins jouer jusqu'à 40 ans. Après, je sais pas s'il va jouer jusque plus, mais c'est exceptionnel. Mais en vrai, c'est cool. Tant mieux pour lui, il faut qu'il en profite parce que c'est quand même quand tu vis ça vraiment avec du recul et tout, c'est cool, quoi. Vous aviez déjà discuté d'un truc comme ça, du style qui sera le dernier à rester d'entre nous Je pense, ouais. À l'époque, on s'était déjà les paris les paris, c'était que moi, j'arrêterais en premier. Ah ouais. Ça a été le cas, du coup. Ça a été le cas. Qu'après, ça allait être Richard, Gilles et Gaël, je crois. Okay, donc je crois que c'était comme ça l'ordre. On pensait déjà que Gaël serait le dernier. Ouais. Okay. Ouais, parce que... Ouais. Ok. Si tu devais décrire en un mot chacun des mousquetaires, qu'est-ce que tu donnerais pour Gasquet? Pour moi, drôle. Pour Gilles Simon? Gilles Simon, le professeur. Pour Gaël? J'ai dit entre professeur et CNN. On l'appelait CNN, le professeur. Pour Gaël, le Phénix. Ouais, ça lui va bien. Ça. Ouais, il a toujours rien de ses cendres en plus, donc c'est parfait. Bien attendu pour trouver le bon mot. J'ai une dernière petite question pour toi. On a passé un super moment ensemble. Selon toi,
ou qui tu verrais justement prochainement sur Univers Tennis à ta place pour discuter. Qui est-ce qui a plein de choses à raconter? Je dirais Gaël. Gaël, mon fils. Gaël, on t'attend, mon vieux. Univers Tennis. On t'attend, Gaël. Parfait. Merci Joe pour ce moment, c'était exceptionnel. Merci à toi. On se revoit la prochaine fois. C'est une pote.